Donc cette présentation s'intitule ARIA, ou joindre l'intelligence artificielle et la réalité augmentée lors de la conception d'une solution d'assistance ambiante, ce qui est un titre très très long, on s'entend. Ce qui fait que je vais le décomposer et en fait vous présenter chacune des parties dans un ordre inverse. Donc on va commencer par parler de solutions d'assistance ambiante, de ce que c'est, pour ensuite dire comment la réalité augmentée va nous aider à la représenter, et ensuite parler de l'intelligence artificielle, comment elle va nous aider à réfléchir et à ne rien oublier dans notre conception. Donc, je viens de le dire de toute façon. Donc, on va d'abord passer d'une mise en contexte, puis parler de ARIA. Donc, on dira ce que ça veut dire ARIA tant qu'à faire. Après, je pourrais jouer avec mes acronymes pour vous dire ce que ARIA, si on retire l'IA, c'est de l'AR, de la réalité augmentée, Augmented Reality en anglais. Et ARIA, si on retire AR, c'est de l'IA, de l'intelligence artificielle. Donc commençons. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que en 2011, il estimait que chaque année aux États-Unis, il y a 100 000 personnes qui ont des lésions cérébrales ou des AVC. De la même façon, il y a 564 000 personnes au Canada qui sont touchées par la maladie de l'Alzheimer, et en 2031, on estime qu'il y en aura quasiment 1 million. Donc c'est des maladies qui sont généralement source de troubles cognitifs, donc que ce soit des troubles de mémoire, des troubles de planification ou d'attention. Ces troubles entraînent généralement une difficulté à réaliser des activités de la vie quotidienne, ce qui fait qu'il y a un intérêt pour contrer cette perte d'autonomie à créer une solution d'assistance au quotidien. Dans la prise en charge justement qui existe, on a pour 9 personnes sur 10 en 2011 de plus de 60 ans, pardon, on n'avait pas la capacité d'accéder à un service de soins parce qu'on vivait à domicile, donc on n'avait pas de service type institutionnel. Donc l'inconvénient, c'est que il faut trouver une solution pour compenser ce problème. L'avantage de vivre à domicile, par contre, c'est qu'on connaît les lieux, on a une plus grande autonomie, plus d'activités généralement, et on a une plus grande liberté. Donc ces personnes, c'est 90% de nos 60 ans et plus au Canada, pourraient bénéficier d'une assistance à domicile. Ouais, c'est comme ça. Donc une assistance à domicile, une des façons de le faire, ça serait de rendre l'habitat intelligent. Mais qu'est-ce que c'est qu'un habitat intelligent? C'est la première question qu'on peut se poser. Un habitat intelligent, c'est un habitat qui va inclure des éléments qui vont lui permettre de réfléchir sur la situation et d'assister la personne. L'habitat intelligent, ça date pas d'aujourd'hui du tout. En fait, si on remonte au plus loin que j'ai trouvé dans la littérature, on peut remonter jusqu'à 1867 avec Robert Houdin qui équipait dans sa maison du prieuré euh, des, euh, des câbles de cuivre en fait pour lier par exemple 2 horloges et qu'elles soient synchronisées, un câble de cuivre qui mettait de sa porte d'entrée jusqu'à la porte de sa propriété pour pouvoir ouvrir à distance la porte, une boîte aux lettres avec compteur. Toutes ces choses-là, c'était des applications de la domotique qu'il appelait des applications de la science aux usages domestiques. Et en fait, c'est une base qui va nous servir à définir un peu ce que va être une domotique après augmentée par l'intelligence artificielle. En 1905, un peu plus tard, on a Monsieur Branly, encore toujours en français, qui va nous présenter la distribution et contrôle d'actions produites à distance par des ondes électriques. Donc ça, c'est ce qui va donner les bases de la télémécanique sans fil. On va pouvoir envoyer une onde pour qu'une action se produise à distance. Et grâce aux évolutions des années 70-80 dans le domaine de la communication sans fil, on va arriver à mettre en place tout ça dans un domaine informatique. Ce qui va nous donner en 91 l'informatique ubiquitaire, donc un monde équipé de capteurs et d'ordinateurs qui améliore les objets de la vie courante. Ça correspond parfaitement à la définition de 88 que le Congrès des États-Unis a écrite, qui est celle de dispositif technologique d'assistance. Donc ça va être tout objet, pièce d'équipement ou produit qui va être utilisé pour augmenter, maintenir ou améliorer les capacités fonctionnelles de la personne avec incapacité. Tout ça nous amène en 2021 à bientôt 25 milliards d'objets qui sont estimés selon Gartner, qui forment l'Internet des objets, que ce soit nos téléphones, nos ordinateurs ou n'importe quel composant, tant que ça a un accès à Internet au final. Donc je vous parle de tout ça pour vous présenter ce que c'est juste un habitat intelligent en une slide. En fait, c'est une forme de résidence qui va contenir un réseau de capteurs, et d'appareils électroniques, domestiques, etc., qui vont permettre d'avoir des fonctionnalités qui peuvent être surveillées, accédées ou contrôlées à distance. Puis ça va nous permettre de fournir des services. En l'occurrence, les services, les différents usages, il va y avoir la gestion énergétique, donc couper automatiquement les lumières, fermer les stores, même si c'est moyennement c'est à moitié l'énergétique, disons. On va avoir la sécurité et l'accès, ce qu'on connaît plus dans le domaine professionnel, c'est d'utiliser une carte à puce pour pouvoir rentrer dans une salle, etc.
Divertissement, je vais en parler un peu plus tard. Et assistance aux activités de la vie quotidienne, nous, c'est notre but au Domus, puisqu'on veut rendre les personnes de domicile plus autonomes. Les barrières qu'on va rencontrer, c'est la barrière de la vie privée, première barrière, puisqu'on va transmettre des informations, des données sous forme d'ondes. Donc, comment est-ce qu'on gère ça pour que ça ne soit pas intercepté, pour que les gens ne puissent pas abuser de ça. Donc ça, on va voir que c'est une barrière très importante, mais enfin, on est d'accord que c'est une barrière très importante, mais je ne vais pas en parler pour autant dans cette présentation. Deux barrières, par contre, qui vont nous intéresser particulièrement, c'est l'inflexibilité et la gestion complexe. Parce que de front, une maison intelligente avec des capteurs qui échangent des données binaires entre elles sur des technologies qu'on ne connaît pas, d'une façon qu'on ne connaît pas trop finalement, c'est vraiment quelque chose de très flou. Donc c'est quelque chose qui est complexe à gérer de par la nature des données et de par généralement les différentes solutions qu'on va unir. Et c'est justement l'union de ces différentes solutions qui est très difficile aujourd'hui. Donc deux sujets qu'on essaie, nous, de résoudre. Alors, je vous parle d'habitat intelligent pour donner une assistance. Comment ça fonctionne typiquement l'assistance dans un habitat intelligent? Ça part du résident qui se déplace dans son environnement, qui va être du coup détecté, dont les changements dans cet environnement vont être détectés par des capteurs. Ces capteurs vont transmettre, peu importe les intermédiaires, l'information jusqu'à un raisonneur. Donc c'est une part un élément d'intelligence qui va être capable d'interpréter les valeurs des capteurs. Donc par exemple, il va interpréter le fait que le capteur de contact de la porte de ma chambre est passé de 0 à 1, comme l'ouverture de la porte de ma chambre ou la fermeture, selon comment c'est défini. Donc tout ce raisonnement-là va être fait par le raisonneur pour abstraire en fait des données qui sont binaires ou qui sont numériques en quelque chose de plus haut niveau, donc des activités de plus haut niveau. Donc on va aussi dire que si on installe un capteur de pression juste en dessous d'un matelas, on va définir un seuil à partir duquel, si on passe au-dessus, on peut considérer donc que la pression est suffisamment élevée pour dire qu'il y a une personne. Et si on repasse en dessous, à l'opposé, on sait que la personne n'est plus sur le matelas. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer le contexte, donc l'ensemble de tous les éléments qui nous permettent de réfléchir sur quelle est la situation courante. À partir de cette situation courante, on détermine l'activité courante, et cette activité courante nous permet de déterminer une assistance qui soit adéquate. Il y a diverses façons de déterminer cette assistance. Moi, je vais vous en présenter une juste après. Euh, une fois qu'on a estimé cette assistance, on va activer des actuateurs, donc que ce soit des moteurs, des lumières, des haut-parleurs, pour modifier l'environnement et du coup fournir l'assistance au résident. Donc ainsi, comme ça, on fait une boucle entre le résident qui fait ses modifications, enfin qui modifie l'environnement, les senseurs qui captent, le raisonneur qui réfléchit là-dessus, qui retourne une réponse, donc sous forme d'actuateurs, et ces actuateurs, leurs modifications vont aussi être détectées par les capteurs, ce qui fait qu'on a aussi un retour sur est-ce que l'assistance qu'on a voulu donner a bien été faite potentiellement. On a donc la solution, on a donc l'idée de comment on fait, pardon, une assistance dans l'habitat intelligent. Maintenant, ce qui nous reste à savoir, c'est comment est-ce qu'on va se représenter cette assistance, qui va créer cette assistance, donc vraiment l'assistance adéquate, qui est-ce qui estime ce que c'est qu'adéquate. Il y a différentes écoles de pensée. Il y a une école qui dit qu'on peut juste utiliser les valeurs des capteurs, mettre tout ça dans de l'intelligence artificielle, dans un réseau de neurones, dans une chaîne de Markov, peu importe, et à partir de ça, on détermine ce qu'il faut activer comme prochain capteur. Ça, c'est une école de pensée. C'est une école qui est plus basée sur de l'algorithmie et sur de l'arithmétique. Là où nous, on va plus utiliser une approche qui va être centrée sur la personne, qui va viser à ce qu'on obtienne au final une assistance qui est compréhensible par tout le monde. Donc on va partir du même concept de résident qui vit dans sa maison intelligente, qui a des capteurs, etc. Mais on va se poser la question de qui est le designer dans cette notion-là. Et en fait, le designer, bah, si on regarde bien, la personne la plus adaptée à être le designer, c'est probablement le résident, parce que c'est la personne qui connaît son environnement. Donc si elle devait dire ce qui est la meilleure assistance pour elle, ça devrait être de son avis qu'on regarde en premier, pas celui d'un technicien qui nous dit OK, tous mes capteurs ont détecté que ça devrait être ça. Donc cette approche-là, qu'on appelle do it yourself, va être centrée sur la personne. Et on va utiliser comme support d'assistance des routines, parce qu'on sait, on a vu dans la littérature, que les personnes âgées tendent à être routinières. On a aussi vu dans la littérature qu'on pouvait exploiter ces routines de manière efficace pour assister une personne au quotidien. Donc partant de tout ce principe-là, on va faire un système centré sur les routines, qui va tenir compte de la vie du résident. À défaut du résident, on va
tenir compte du proche aidant, qui est la personne qui est la plus au courant, que ce soit un médecin, que ce soit la fille ou le fils de la personne, etc. Cette démarche est d'autant plus importante que l'environnement et les routines sont uniques. Chaque personne a une façon unique, une façon propre à elle de voir son environnement et une façon propre à elle de vivre dedans. Donc c'est vraiment sur cette personne qu'on doit se centrer pour comprendre et pour réaliser l'assistance. Donc c'est pour ça que nous, on vise à créer un outil pour ça, vraiment dans la direction de la personne. Ce qui nous amène donc à NIRS. NIRS, qui est l'écosystème dans lequel va évoluer mon système ARIA, c'est en fait un écosystème qui part de l'analyse des besoins, donc d'une liste de besoins d'un profil, selon une faisabilité évidemment. Si c'est pas faisable, on ne peut pas mettre en place cette solution. Donc de ces besoins, de ce profil, on va concevoir un habitat intelligent. Donc, concevoir sa habitat intelligent, ça va être déterminer quelles sont les activités qui sont importantes pour la personne, déterminer une liste de capteurs qui pourraient permettre de les détecter et déterminer un plan d'installation dans son environnement personnel. Ce trio, on va faire une installation qui va nous permettre d'obtenir un habitat intelligent. Cet habitat intelligent va nous permettre de faire du suivi et de l'assistance. Cette assistance va nous permettre de déterminer des actions de l'utilisateur, l'évolution aussi de sa maladie, l'évolution de ses habitudes, donc de faire un suivi à long terme qui vont nous donner des nouveaux besoins. Et ces nouveaux besoins vont entraîner une nouvelle analyse des besoins et ainsi de suite. Et on rentre dans un cercle vertueux avec au centre la personne qui habite dans son environnement. Et finalement, on tient toujours compte de ses besoins, on refait une conception et ainsi de suite. Nous, ce qui va nous intéresser particulièrement, au début de ma thèse, ce qui m'intéressait, c'était le 2 et le 3, donc la conception et l'installation. Au final, en ayant restreint un peu le scope, on arrive sur ce qui m'intéresse, c'est la conception de l'habitat intelligent. Et pour ça, on a besoin de deux choses particulières. On a besoin, comme j'ai dit, de représenter les habitudes de la personne, mais pour représenter les habitudes de la personne, on va avoir besoin de représenter son environnement de manière numérique. Ça va être une donnée qu'on va pouvoir échanger entre les proches aidants, le résident et le système informatique pour pouvoir parler la même langue. Donc, c'est là qu'intervient ARIA. ARIA s'inclut dans la même architecture NIRS et vient prendre dans les ontologies que le raisonneur sémantique, ontologie que j'expliquerai un peu plus tard. Donc dans la base de connaissances, dans toutes les connaissances qu'on a de l'environnement, de ce qu'est une maison, de ce qu'est une salle, de ce qu'est un lit, des actions qu'on peut faire avec un lit, etc. Donc toutes ces connaissances qui pour nous peuvent paraître tout à fait naturelles parce qu'on les a apprises avec le temps, mais qui n'ont aucun sens pour un ordinateur si on lui demande de but en blanc. Toutes ces connaissances, on va les regrouper dans des ontologies. On va y accéder grâce à un conseiller virtuel qui va pouvoir nous donner de l'information sur quelles sont les actions possibles dans mon environnement, etc. Et ce conseiller virtuel va être utilisé par le concepteur pour créer une représentation digitale de l'environnement réel, donc avec un mapping un pour un de chaque objet d'importance dans l'environnement réel et dans l'environnement virtuel. Donc, comme j'ai dit, c'est un conseiller virtuel utilisé par le concepteur. Il va être en réalité augmentée parce qu'on va vouloir fusionner deux mondes qui sont fondamentalement opposés, le monde réel, le monde virtuel. Et au centre de ça, ce qu'on retrouve comme technologie qui permet de fusionner les uns et les autres, on va en parler dans 3 slides, ça va être notamment la réalité augmentée. Et puis, ce conseiller virtuel va être intelligent. Le but, c'est qu'il puisse redonner les connaissances de domaine qu'on aura remplis dans nos ontologies, donc qu'ils puissent les restituer pour aider la personne à comprendre, en tout cas, tous les concepts qui sont en rapport, jusqu'au concept le plus basique, enfin le plus précis de ce qu'est un Philips Hue, donc une lampe Philips Hue, et comment on peut lui dire s'allumer, s'éteindre. Et ensuite, on va vouloir qu'il soit intelligent dans le sens où il va donner des conseils dans la conception de l'habitat intelligent. Donc tout ça, ça aboutit à ARIA. ARIA, c'est un perroquet. ARIA, ça signifie d'abord Augmented Reality Intelligent Advisor, donc un conseiller intelligent en réalité augmentée. Mais c'est un perroquet en fait, parce que quand on parle à un perroquet, généralement, il vous restitue ce que vous venez de lui dire. Il répète la même chose. C'est pas exactement forcément répéter la même chose, mais c'est un peu l'idée qu'on a derrière, c'est qu'on va vouloir donner de la connaissance à notre système et il va nous la rendre d'une façon ou d'une autre. On va aussi avoir l'idée de conversation entre la personne et le perroquet. Ça va être un échange à double sens. Et le perroquet, c'est un animal qui est très intelligent, d'où le fait que ça illustre bien l'intelligent advisor. Donc tout ça, ça va passer par un proche aidant, donc ici cette dame avec ce casque HoloLens, qui globalement, dans le monde réel, ressemble à ça.
Donc ce casque, elle va le porter sur ses yeux. Moi, j'ai un casque déjà sur la tête, donc je pourrais pas. À partir de ce casque, elle va pouvoir faire un mapping de l'environnement, donc c'est-à-dire identifier dans l'environnement, les murs, les salles, tous les éléments d'importance, donc tous les meubles, tous les électroménagers. Dans cet environnement, elle pourra décrire ensuite les scénarios, les routines de la vie quotidienne de la personne, donc ça sera sous la forme d'un arbre, on y reviendra après. Donc cette création se fera, action par action, donc on va vraiment avoir une approche très, haut niveau. On va abstraire tout de suite, comme je disais tout à l'heure, le système de raisonnement abstrait, les données des capteurs. On va prendre la même approche, on va abstraire toute l'idée de channel, de 0, de 1, tout ce que vous voulez. Tout ça, on l'abstrait et on dit juste l'action se lever de son lit. On n'a pas besoin d'identifier spécialement le lit, on dit se lever de ce lit-ci. La personne ne va pas devoir rentrer un ID qui contient 50 caractères, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Donc permettre de décrire les actions et l'environnement. Et enfin, on va lui fournir des conseils en temps réel. Donc par exemple ici, par le raisonnement ontologique. Mais ça, j'y reviendrai dans la partie IA. Donc avant d'aller plus loin, parce que c'est beaucoup de données qui sont un peu tous dans tous les sens, je vais juste vous présenter le résultat de ARIA il y a 1 an environ, un peu plus, quasiment 1 an et demi maintenant. Donc ça, c'est une maison, donc c'est une maquette qui était installée dans ma table, enfin sur ma table. Ça représente en fait là où on en était à ce moment-là. L'idée, c'est qu'on allait pouvoir identifier une maison sous forme de murs, de salles, d'objets dedans, donc avec de la détection d'objets, avec de la détection de zones fermées, etc. Et le petit personnage que vous voyez ici, juste au centre à peu près, en fait, c'est censé être vous. Donc à partir de maintenant, je vais dire que c'est vous, et je vais dire vous pour le personnage. Donc vous regardez dans cette direction et vous allez vous déplacer. Donc pour construire une maison en réalité augmentée, imaginons que vous êtes vous n'êtes pas en train de regarder une maquette, mais vous êtes dans la maquette. La maquette, c'est votre appartement actuellement. Donc vous avez une maison qui contient des objets réels. Donc là, les objets qu'on voit en transparence, c'est autant des objets réels que des objets digitalisés, ça dépend. Et vous avez des salles qui sont déjà définies. Donc vous vous déplacez dans votre appartement, on va juste attendre que voilà, vous vous déplaciez. Vous allez regarder un coin de mur. Donc là le personnage a regardé un coin de mur. Vous allez cliquer dans l'air et ça va vous permettre de dire, OK, en partant de ce point de mur-ci, je vais pouvoir créer un mur. Donc de ce point de l'espace réel, je vais créer un mur jusqu'à cet autre point de l'espace réel. Et on voit qu'il y a un mur qui est apparu ici, en transparence, donc un mur virtuel qui est apparu. Donc ce mur-là, logiquement, il apparaît évidemment avec un vrai mur physique derrière, mais dans ce cas-là, bon, c'est une démonstration. Arrivé à ce mur qui est installé, il y a une détection qui se fait. On a des salles qui sont maintenant fermées. Ici, on a une salle qui est la chambre, donc elle est fermée par 4 murs. Globalement, c'est à peu près la définition de base de n'importe quelle salle. C'est un ensemble de murs qui restreint un espace. Et ici, on va avoir une cuisine. Donc là, l'information, la sémantique qu'on a ajoutée de plus, c'est que cet espace, qui d'ailleurs est ouvert, ce qu'on ne voit pas, c'est que entre le point qui est en haut à droite et le point qui est à gauche, il y a un mur virtuel, un mur invisible. Cet espace-là est fermé et ça représente ma cuisine, même si on est dans un espace ouvert avec 2 salles, d'une cuisine et d'un salon. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au-delà de juste des valeurs des capteurs et au-delà de juste la forme de l'environnement, on a vraiment du sens, le sens de l'utilisateur. Donc vous avez créé cette salle, vous allez bientôt créer la deuxième salle qui est votre chambre et maintenant, il vous reste à installer dans cet environnement les objets de l'environnement réel, les faire mapper directement. Donc on va d'abord mapper le lit, par exemple, mapper aussi, donc là les deux éléments, c'est le lit, on vient de recevoir, comme ça apparu en même temps, on vient de recevoir l'information qu'on avait détecté une forme, un lit. Donc ça, on pourrait le faire grâce à de l'intelligence artificielle notamment. Vous installez votre lit virtuel sur votre lit réel, ce qui vous permettra d'interagir avec votre lit. Et de la même façon, vous allez pouvoir installer votre toilette virtuelle qui va vous permettre d'interagir avec le toilette réel. Si on imagine un toilette japonais, on pourrait activer les petits jets d'eau, etc. depuis l'ordinateur, depuis l'assistance même. Donc voilà un peu comment on fait pour représenter l'environnement. Maintenant, une fois qu'on a l'environnement, on va représenter des scénarios dedans. Donc comme on a vu là, juste ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de cliquer, d'aller près du lit, choisir les actions qui sont disponibles avec le lit. Donc on a 2 actions, se lever, se coucher. Donc on va choisir l'action de se lever. Première étape d'un scénario, c'est se lever. Donc ça va être le scénario d'errance nocturne que vous allez voir maintenant, Nighttime Wandering, donc errance nocturne. Et l'idée, ça va être que la nuit, la personne a l'habitude d'aller aux toilettes. Donc elle se lève de son lit,
elle va jusqu'à la salle de bain, elle va utiliser le toilette, puis tirer la chasse d'eau, le flush, et ensuite elle va retourner jusqu'à son lit. Donc là, on voit bien que c'est l'action flush. On voit aussi qu'il y a des ID très compliqués, mais qu'on n'a pas eu besoin de les rentrer manuellement. Et ensuite, on va définir la dernière action de notre scénario comme étant l'action d'aller se coucher. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'en quelques minutes, nous on le fait au laboratoire, enfin moi je le fais au laboratoire en quelque chose comme 15-20 minutes pour faire un scénario, le scénario complet. On vient de créer un environnement réel, enfin de prendre l'environnement réel, d'en créer une représentation virtuelle. On vient de placer une suite d'actions dedans aussi, avec tous les objets d'intérêt, et on vient de créer toute cette connaissance pour être utilisée à la fois par le résident, à la fois par les proches aidants et à la fois par le système. Et on aboutit avec notre scénario qui est quasiment opérationnalisé. On n'a plus qu'à ajouter l'assistance. Donc là, je l'ai mis automatiquement, mais on devrait la spécifier. On dit, OK, je veux allumer une lumière à ce moment-là. OK, je veux rééteindre la lumière quand je vais me recoucher. Et on est au niveau où on a représenté les habitudes selon le sens que la personne a de son environnement. Donc voilà vraiment la finalité, le but de Aria. Mais derrière ça, il y a beaucoup de choses qui sont mises en jeu, et notamment, on a d'abord la réalité augmentée. Donc je vais aller assez vite là-dessus, mais je veux juste qu'on soit d'accord sur ce qu'on appelle la réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée, c'est en fait c'est une zone particulière du continuum réalité-virtualité. À gauche, vous avez l'environnement réel qui représente le monde naturel dans lequel on vit. Et à droite, vous avez l'environnement virtuel qui représente l'environnement qui est purement numérique, qui est en fait sous-jacent à ce monde-là. Il y a deux façons de mêler les deux. Il y a une façon où on ajoute à l'environnement virtuel des données réelles. C'est ce qu'on appelle la virtualité augmentée. C'est ce qu'on ferait si on faisait un Skype, mais en réalité augmentée, par exemple, en réalité virtuelle, pardon. Et l'autre côté, on va avoir la réalité augmentée, elle, où on prend l'environnement réel et on ajoute des éléments virtuels. On le fait généralement de deux façons différentes. Il y a la réalité augmentée spatiale, où on projette dans l'environnement, pardon, des données visuelles. Donc c'est ce qui va se passer quand on fait une fresque animée sur des bâtiments historiques pour montrer l'évolution d'un bâtiment, pour raconter des histoires. Généralement, c'est l'un des divertissements qu'on voit le plus. Et la réalité augmentée see-through, voir à travers, c'est la réalité qu'on va avoir avec un casque. Littéralement, on voit à travers. On ne peut pas faire plus littéral que ce qui est ça. Mais ça peut aussi être ce qu'on fait à travers un téléphone, puisque on peut, si vous avez joué à Pokémon Go un jour, vous aurez remarqué qu'on voit le monde réel qu'on capte à partir de la caméra arrière, et dessus on rajoute les données virtuelles, donc les Pokémon. Donc c'est ça qu'on représente par réalité augmentée. C'est cette idée de prendre le monde réel et de lui ajouter des éléments virtuels. On ne parle pas de réalité virtuelle où on met un casque et où on ne voit absolument rien d'autre que ce qu'on décide d'afficher. C'est pour ça que, si on regarde sur la slide précédente, on a vraiment le monde réel avec mon chat réel qui est allongé sur mon lit réel dans ma chambre réelle, mais on a une boîte autour qui est virtuelle, et aussi on a cette petite marque là qui est virtuelle. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on augmente. Et toutes les slides, enfin toutes les images montrent vraiment des éléments qu'on rajoute sur l'environnement réel et qu'on rajoute au bon endroit. Ça, c'est toute une technique. Donc, je dis réel, virtuel. On va dire qu'un élément réel, c'est un élément qui reflète la lumière globalement, donc qui peut être observé directement ou capturé. Donc, à partir du moment où les photons peuvent rebondir dessus, c'est un objet réel, pour faire simple. Et un objet virtuel, c'est un objet qui est observé car simulé. Donc, si on arrête la simulation, si j'arrête mon téléphone, clairement, tout ce qui a été affiché sur Pokémon Go disparaît. Si j'arrête le casque, je continue à voir à travers le monde réel, mais je vois plus aucun hologramme. Donc c'est ça le monde, les objets réels versus virtuels. Alors maintenant, c'est très bien d'avoir des objets virtuels, mais ce qu'il faut, la grosse difficulté dedans, c'est de les placer au bon endroit et de les maintenir au même endroit. Et ça, c'est un petit détail technique que je trouve super intéressant et qui est pas très simple à approcher de base. Comme ça, on se dit, on part du principe que ça existe, mais pourtant, c'est pas quelque chose de naturel, c'est de se dire on a des objets virtuels et on va pouvoir les ancrer dans le monde réel. Et pourtant, pour nous, c'est quelque chose de très important. On veut que la boîte que je mets autour de mon lit pour définir que ça, c'est mon lit, on veut que cette boîte ne bouge pas. Elle reste toujours autour de mon lit et je vais faire le tour de ma maison, je reviens, elle est toujours au même endroit. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc pour ça, il va nous falloir avoir conscience de l'environnement. L'environnement, on va le connaître par plusieurs choses. D'une part, il est physique, donc il a une collision. On peut toucher l'environnement,
Donc on va demander au casque de construire une maille sur l'environnement. Donc en projetant en fait des infrarouges, du laser, peu importe, on va récupérer une image de profondeur de l'environnement. Cette image, on va rajouter des images successives pour créer une vue 3D complète de l'environnement. Et on va lui poser, du coup, une fois on va représenter une grosse mèche en 3 dimensions comme ça, qui en fait est un genre de tricot en triangle, qui recouvre toutes les surfaces. Donc cette maille, elle va nous permettre de dire, OK, si ton doigt touche cet élément numérique, c'est comme s'il touchait le monde réel. Donc ça va être le but. Comment est-ce qu'on fait ça vraiment dans les détails? Comment est-ce qu'on s'assure que tout soit au bon endroit? On utilise un algorithme qui s'appelle la localisation et cartographie simultanée. Si jamais ça vous intéresse, j'ai des slides là-dessus, enfin pas spécialement pour maintenant, mais j'ai des références là-dessus, donc je vous inviterai à regarder ça si jamais vous êtes intéressé pour comprendre un peu comment on fait pour, à partir de points d'intérêt, rester bien orienté, savoir où sont les objets par rapport à soi, et cetera. C'est une lecture super intéressante. Mais pour aller un peu plus vite, le but de tout ça, ce à quoi ça va nous permettre d'accéder, c'est des expériences comme Young Conquer. Si on regarde la photo qui est ici, on voit qu'on a notre petit écureuil, donc qui est en fait un James Bond, version écureuil. Qui se balade sur une table basse. Cette table basse, elle est plane. On a été capable de déterminer à partir de la maille qu'il y avait une grande surface plane. Donc ça, on a fait du clustering, on a fait des techniques d'IA, peu importe, mais on a réussi à déterminer que ça, c'est une surface plane. Et que donc notre petit écureuil peut se déplacer sur ces surfaces planes. Et on va utiliser la même technique, si vous regardez bien dans mes slides, on va utiliser la même technique en fait pour représenter l'environnement. On va utiliser cette connaissance un peu plus importante de l'environnement pour se dire, je peux placer les trucs sur les éléments numériques. Donc ici, je peux placer mes actions sur mon monde numérique parce que je suis capable de savoir que c'est, pardon, une surface plane. Donc ces expériences-là vont pouvoir tenir compte de tous ces éléments de géométrie qu'on ne voit pas forcément très facilement, naturellement, enfin que nous on voit naturellement, mais que l'ordinateur ne voit pas naturellement, et vont pouvoir en fait permettre de créer quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans le monde réel. Et c'est ça le but, c'est ça l'intérêt de la réalité augmentée, c'est de dire les interactions qu'on va avoir vont être situées dans le monde réel du résident de la même façon quasiment que la façon dont le résident ferait les choses de base. On pourrait limite demander au résident de s'allonger sur son lit pour représenter l'action de s'allonger sur son lit. Ça serait quasiment possible. On détecterait le fait qu'il y a une collision avec cette boîte et on serait bon. Donc c'est tous ces éléments-là, c'est comme ça qu'on définit une interaction qui existe en 3 dimensions dans un environnement réel. Et c'est à ça que sert la réalité augmentée. Ça sert aussi à assister à la navigation et à faire du retour en temps réel parce que c'est des données qui sont importantes dans des interfaces. Généralement, quand on fait une action, on aime bien avoir une rétroaction. Il faut même qu'elle soit faite dans quelque chose comme 600 millisecondes pour que ça soit parfait. 60 millisecondes, pardon. Donc c'est vraiment ces éléments-là qu'on va utiliser pour apporter du conseil. Donc dont je vais parler dans 5 slides visiblement. Donc au-delà de la réalité augmentée, donc je vous ai présenté comment on faisait pour mettre les objets, pour représenter le monde, etc. On va maintenant se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour apporter des conseils à la personne et pour l'accompagner vraiment au poil, enfin, tout le long de manière vraiment efficace. Donc pour ça, on va avoir 2 choses. Il va y avoir une première notion qui va être la sémantique. Le système, comme je le disais tout au début, doit connaître le sens des choses. Il doit avoir les mêmes notions que nous, on a de ce que c'est qu'une maison, de ce que c'est qu'un mur, de tous ces éléments-là, toutes ces connaissances. Nous, on les a, elles sont naturelles pour nous. Un ordinateur, tant qu'on lui apprend rien, globalement, à part faire des additions, des multiplications, il ne sait pas faire grand-chose. C'est le concept d'un ordinateur. Mais là, on va lui apporter toute cette sémantique. Cette sémantique, elle contient vraiment tous les éléments que j'ai dit. Un coin, 2 coins forment un mur. Plusieurs murs forment une salle. Dans une salle, on va avoir des meubles, des électroménagers. Ils vont être posés sur des plateformes, que ça soit le sol, que ça soit accroché au plafond, que ça soit sur des murs, etc. Tout ça, c'est l'environnement physique. Au-delà de ça, on va avoir besoin de représenter les tâches, donc les activités de la personne, qui vont être faites sous forme de tâches et qui vont être accompagnés d'assistance. Et donc, bien sûr, les activités de la personne qui vont tenir compte aussi de ses préférences, de sa famille, de ses caractéristiques. Donc, toutes ces données-là, l'idée d'une personne seule ou une personne qui vit en couple, l'idée de ce que c'est exactement mon petit capteur
de la chambre, l'idée de ce que c'est que de l'assistance audio versus ce que c'est que l'assistance lumineuse. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a apportées de nous-mêmes, qu'on a construit sur des décennies, enfin sur au moins une décennie, et qu'on a ajouté dans une ontologie, donc une base de connaissances. Et grâce à ça, on peut définir ici à droite, par exemple, comment dire, une activité de la vie quotidienne de la personne, pardon. Donc le scénario d'assistance nocturne, donc qui est l'errance nocturne, aller boire de l'eau, ça va reprendre en fait en compte tous ces éléments-là. Par exemple, ça va être quitter le lit. Quitter le lit, ça tient compte de la fourniture qui est dans la salle chambre, qui est de type lit. On va avoir, et donc ça c'est une tâche qu'on a vue ici. Elle va avoir une précondition. On ne peut pas quitter le lit si on n'est pas dans le lit. Elle va avoir une post-condition. Une fois qu'on a quitté le lit, on n'est plus dans le lit. On va avoir d'autres tâches qui vont s'enchaîner. On va avoir dans la cuisine, donc il faut avoir la notion de ce qu'est qu'une cuisine, etc., etc. Donc toutes ces notions sémantiques nous permettent de construire un arbre qui représente l'activité, mais un arbre qui est spatialisé. Leave the bed, c'est vraiment associé au lit de la chambre. In the kitchen, c'est associé à la cuisine, etc. Les tâches dans un arbre sont orientées selon des opérateurs. Les tâches comme quitter le lit, aller dans la cuisine et revenir au lit doivent se faire de manière séquentielle, comme il est défini ici. À l'opposé, la tâche remplir le verre peut se faire plusieurs fois. On peut faire 10 fois remplir le verre, à condition qu'on l'ait vidé entre deux, sinon il va déborder. Donc tout ça, ça va nous permettre de construire l'activité de la vie quotidienne. Donc c'est le but final. Et cette activité de la vie quotidienne, pour la construire, il faut qu'on assiste la personne dans cette construction. Parce que là, je prends un truc très simple, hein. On parle juste d'aller boire de l'eau en pleine nuit, mais on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, peut-être encore plus d'étapes qui sont liées à où est la position de la chambre, où est la cuisine, comment est-ce qu'on va de la chambre à la cuisine. Dans la cuisine, je prends un verre, mais oui, mais si je prends un verre, il faut que j'ouvre le bon placard. Quel placard est adapté? Quelle est l'assistance lumineuse que je peux fournir par rapport à ce placard? Est-ce que je peux éclairer ce placard? Est-ce que je dois allumer la lumière de droite, la lumière de gauche? Donc c'est vraiment quelque chose de très complexe sur le principe. Et c'est ça qu'on va vouloir construire en fait, construire un scénario qui est le plus proche de la personne et vraiment assister le concepteur, lui, à n'oublier aucune étape et à voir au-delà en fait de juste l'idée qu'il a préconçue de l'assistance à la personne. Pour ça, on va raisonner sur bon, donc on a un arbre qu'on veut construire. Pour le construire, on a de l'expérience qu'on acquiert. On a des dizaines de personnes qui vont utiliser notre système. En utilisant notre système, ils vont nous permettre d'avoir une intelligence collective. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un perroquet. Quand on lui parle, il va nous restituer quelque chose à la fin. Donc on va utiliser toute l'expérience de toutes les personnes qui interagissent avec notre système comme autant de cas d'interaction. Ces cas, donc le cas, donc chaque chose que chaque personne fait, vont pouvoir être utilisés à un instant T pour dire, OK, j'ai un ensemble de cas, voilà les cas les plus proches, et voilà ce que je te propose pour la suite. Donc c'est ça vraiment que le système va vouloir faire. Donc je vais vous parler d'abord de ce que c'est que le raisonnement par les cas, en faisant un exemple. Ce matin, en préparant cette présentation, il s'avère que j'ai essayé d'allumer mon ordinateur, mais il ne s'allumait pas. Donc mon ordinateur ne s'allumait pas. Donc j'ai recherché dans l'ensemble de mes expériences, de tous les cas d'électronique qui ne s'allument pas, enfin de choses qui ne s'allument pas en général, et je me suis rendu compte que la semaine dernière, ma lampe ne s'allumait pas. Sauf que la semaine dernière, ma lampe ne s'allumait pas. La solution que j'ai trouvée à ce problème, c'était de brancher ma lampe. C'est quand même plutôt intelligent de brancher une lampe avant d'essayer d'allumer. Et j'ai eu le même problème avec mon ordinateur ce matin. J'étais en train d'essayer d'allumer mon ordinateur, mais je ne l'avais pas branché. Donc à partir d'un problème donné, mon ordinateur ne s'allume pas, donc ça c'est ma description du problème. J'ai récupéré les cas similaires. L'autre description du problème c'était ma lampe ne s'allume pas. La solution associée c'était il faut que je branche ma lampe. J'ai utilisé cette connaissance, réutilisé cette connaissance pour l'adapter. Donc j'ai pris, plutôt que dire ok si mon ordinateur ne s'allume pas, il faut que je branche ma lampe, je me suis dit si mon ordinateur ne s'allume pas, il faut que je branche mon ordinateur, réutiliser. J'ai vérifié si ça fonctionnait. Est-ce que mon ordinateur n'est pas branché? Oui. Est-ce qu'une fois que je branche mon ordinateur et que j'essaie d'allumer, il fonctionne? Oui. J'ai appris de cette nouvelle expérience et la prochaine fois que j'aurai mon ordinateur qui ne démarre pas, j'irai juste voir dans mon expérience et je me ferai est-ce que j'ai pensé à le brancher? Donc ça, c'est le concept du raisonnement par analogie, du raisonnement par les cas. Il a 4 ou 5 noms comme ça. C'est l'idée de prendre des expériences passées, de réutiliser ces expériences pour trouver une solution à un problème courant. Ça passe toujours par ces 4 étapes, retrieve, reuse, donc récupérer,
réutiliser au contexte commun, réviser pour vérifier que la solution est valide, et retenir si c'est le cas. Ça, c'est ce qu'on ferait, c'est ce que Amott et Plaza ont écrit dans le marbre en 94. Moi, ce que je propose pour que le système soit plus interactif, c'est d'améliorer la chose. En fait, quand la personne demande ou quand la personne fait une interaction, on va se poser la question, quel est mon cas commun? On va récupérer les cas similaires, donc de la même façon que ce que je disais, donc ma lampe s'allume pas, mon ordinateur s'allume pas, etc. On va résoudre tous ces cas dans le contexte courant et on va proposer à la personne ces solutions. On va dire, OK, dans toutes les solutions que j'ai vues, ton ordinateur ne s'allume pas, très bien. Je te conseille de vérifier si ça pourrait pas être l'ordinateur qui est pas branché, ou si ça pourrait pas être la lampe qui est pas branchée, ou si ça pourrait pas être ci, ça, ça. Cet ensemble de propositions, la personne va pouvoir les réviser. Contrairement à ici où la révision se fait automatiquement, la personne dans ce cas-là va pouvoir dire tu as bien raison, effectivement, je n'avais pas branché mon ordinateur, ça ne marchait pas. Je vais accepter ce cas. À l'opposé, je vais regarder, le système va me proposer au fait, tu as pensé à brancher ta lampe. Je vais regarder l'ordinateur, je vais lui faire je vois pas le rapport, ça va rien m'apporter, donc je refuse ce cas. Et ou alors, si c'est un cas entre les deux, on va apporter des modifications. Par exemple, il faut brancher ma multiprise. Donc cette version interactive, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans le domaine du raisonnement par les cas, enfin quelque chose qui est en développement. Il y a des il y a des gens qui y pensent, il y a des travaux dessus, mais c'est pas le truc le plus évident. Et pourtant, c'est quelque chose qui va être très important pour nous, qui va nous intéresser, c'est de se dire, bah, en fait, on veut inclure la personne dans la boucle de l'intelligence. Donc on va utiliser cette technique-là, où on va réutiliser des cas, donc les cas de toute l'expérience collective, mais pour notre cas présent. Je vous ai parlé de ça de manière très abstraite. Maintenant, je vais vous parler de ça dans le cas de notre scénario. Par exemple, on va être dans la cuisine. La personne vient de choisir l'action prendre un verre. Le système, donc on va lui envoyer la description. OK, la dernière action que j'ai faite, c'est prendre un verre. On va demander c'est quoi l'action suivante. Le système va regarder dans la liste et il va voir que la majorité des gens, donc il y a un très fort retour positif sur le fait que les gens disent quand je prends un verre, l'étape suivante que je fais, c'est remplir le verre d'eau. Donc, dans tous les propositions que j'ai, je vais retourner la proposition remplir un verre d'eau. Donc ça va être une proposition qui va contenir événement 1, prendre un verre, événement 2, remplir un verre d'eau, avec un très fort retour positif, un retour négatif plutôt mitigé, parce qu'il n'y a pas grand monde qui, euh, qui refuse ce cas-là, et dans un espace donné. On est toujours dans notre espace à nous. Donc ça, c'est le modèle de cas. C'est quelque chose qu'on a besoin pour pouvoir réfléchir à cette notion de quels sont les cas similaires. On a besoin d'avoir un modèle de cas. Donc le modèle que j'ai défini, c'est un modèle où on a un événement qui entraîne un deuxième événement dans un espace donné avec une dose de retour positif et de retour négatif. Le retour positif et négatif va nous permettre de dire il y a beaucoup de personnes qui acceptent ça, donc c'est le bon cas. Et le retour négatif va nous dire il y a beaucoup de personnes qui refusent ça, donc c'est peut-être un cas auquel il faut faire attention. Il faut peut-être prioriser ceux qui sont plus reconnus comme étant des bonnes solutions. Donc ce modèle de cas, ça va être la base de ma réflexion, et en l'appliquant, je me rends compte que Take a Glass est suivi par Fill the Glass dans la majorité des cas. Donc je propose Fill the Glass. Donc le système va automatiquement proposer. Donc pour proposer, ce qu'il va faire, si on reprend, il va en fait nous faire venir jusqu'à un endroit et mettre en avant l'action, par exemple ici s'allonger. Bon là c'est l'action s'allonger, mais imaginons l'action remplir le verre. Donc on va mettre visuellement en avant cette action, on va amener la personne jusqu'à cette action, d'où le fait qu'on soit en réalité augmentée et qu'on ait ici une assistance à la navigation. On va lui indiquer jusqu'où elle doit aller, et comme ça, elle va pouvoir choisir la recommandation qu'on lui donne, et donc remplir Fill the Glass. Comme la personne vient d'accepter cette proposition, même si elle l'avait pas acceptée, on vient de joindre une action 1 à une action suivante, donc un événement 1 à un événement 2. Donc quand on remplit naturellement cette information-là, de manière implicite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un message à notre base de cas, donc à notre ensemble de connaissances, et lui dire, OK, apprends que après take a glass, après prendre un verre, on remplit le verre. C'est quelque chose de très important, de manière implicite, que la personne le sache ou pas. Elle n'a pas besoin d'aller sur son ordinateur, dire OK, après prendre un verre, je remplis mon verre. En créant son arbre, en créant cette assistance, en créant cette activité, automatiquement, en fait, on va avoir implicitement cet événement qui va être, enfin, cet appel qui va être fait, qui va dire enregistre, donc accepte un cas, qui est le cas take a glass, fill the glass.
dans l'espace que je connais, donc augmente le retour positif. Donc si c'était déjà un cas qui existait, on va juste augmenter le retour positif. Si c'est un nouveau cas, on va le créer. Si on refuse à l'opposé, donc pour refuser, il y a la petite croix au numéro 3 ici, on dit non, c'est pas une bonne action, on va refuser cette action. Dans ce cas-là, on va augmenter le feedback négatif. Et c'est comme ça qu'on va construire petit à petit toutes ces pièces, qu'on va assimiler toutes ces connaissances implicites que les gens ont, dont les gens ne se rendent même pas forcément compte. Et quand la personne va construire le cas numéro 2, donc quand elle va accepter Feel the Glass, on va lui proposer l'action suivante. Donc par exemple, reposer son verre ou boire l'eau d'abord, peut-être. Il reste une dernière chose pour que ça fonctionne bien, cette idée de raisonner par les cas et d'acquérir cette connaissance et de pouvoir la restituer. Il reste la possibilité de faire une erreur. Ça arrive quand on construit un scénario, on n'a pas directement l'idée, dès qu'on commence, de tout le scénario. On ne sait pas quelle va être la version finale et on peut faire des essais, revenir en arrière, etc. Et on a besoin de la même notion. Quelque chose qu'on n'a pas, si vous regardez ici, on n'a aucun moyen d'annuler son action dans une base de cas. Et moi, c'est quelque chose que j'ai voulu rajouter au système. Parce que si ici, la personne prend une action 1, prendre son verre, une action 2, remplir son verre, une action 3, poser son verre, et qu'elle a oublié que l'action qu'elle voulait mettre entre 2 et 3, c'est boire l'eau, ce qui peut être pas mal. Vous vous rendez, même moi qui ai préparé ce truc, je l'avais oublié de la dire, donc pour dire. Si elle veut boire de l'eau ici et qu'elle a déjà rempli quelque chose, mais il va y avoir des connaissances qui seront fausses dans l'idée. On va avoir Take a Glass qui va entraîner Fill the Glass, c'est notre cas numéro 1, celui-là il est bon. On va avoir Fill the Glass qui va entraîner Drop the Glass, qui va pas être un cas correct, parce qu'entre deux, il faudrait d'abord dire, après avoir rempli le verre, il faut boire de l'eau, puis après avoir bu l'eau, il faut reposer le verre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, il va y avoir un lien entre l'élément 2 et l'élément 3 qu'il va falloir supprimer. Remplir le verre ne doit pas entraîner poser le verre, mais doit entraîner autre chose. Donc on va oublier en fait ce cas erroné qu'on a construit, d'où le fait qu'on ait un cancel case, qui, contrairement à refuser, rejeter un cas, va pas augmenter le feedback négatif. Ils vont pas dire non, c'est un cas qu'il ne faut pas faire. Ça peut être quelque chose qu'il faut faire, mais on va dire c'est pas ce que je voulais faire. Et donc dire c'est pas ce que je voulais faire, ça veut dire diminuer le feedback positif, revenir en arrière sur l'action qu'on vient de faire, et rajouter entre deux notre action de poser le verre, de boire l'eau, pardon. Donc ensuite, on va rajouter l'action quand je remplis l'eau, quand je remplis le verre, pardon, je bois l'eau. Quand je bois l'eau, je repose le verre. Une fois que j'ai bu l'eau, je repose le verre. C'est comme ça qu'on va construire, qu'on va faire des petits allers-retours comme ça, où on va apprendre au fur et à mesure, mais on peut aussi revenir en arrière sur ses erreurs. Et c'est comme ça qu'on construit une assistance complète. Et c'est comme ça qu'on arrive à un système de recommandation qui va me permettre de dire, OK, la personne voulait à ce moment-là créer ce scénario-là, et l'étape suivante, ça va être telle proposition, et que la personne va pouvoir utiliser ça au fur et à mesure pour avancer sur oui, ah là j'avais oublié cette étape-là, heureusement le système me l'a dit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on arrive dans un système logiquement qui nous permettra, en réalité augmentée, de donner des conseils pour construire le meilleur scénario, la meilleure activité de la vie quotidienne de la personne. Donc ça fait le tour de tout ce que je voulais présenter. Donc je vous remercie d'être venu. On a gagné un peu de monde en plus en cours de route. Tout de suite, avant que je repasse la parole, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prévenir. Dans un mois, je vais faire une deuxième présentation qui va se concentrer sur la partie IA et qui va présenter aussi une partie annexe de ma recherche qui est la narration automatisée, et qui a inspiré en fait cette idée de construire l'histoire de la personne, donc c'est sous la forme de ces activités au fur et à mesure. Donc je vous invite à venir dans un mois voir cette présentation qui se concentrera, si ça vous intéressait en tout cas, qui se concentrera sur l'IA et sur comment est-ce qu'on fait pour générer des histoires en IA, que ce soit des histoires divertissantes ou des histoires comme là, dans notre cas, c'est un cas très précis. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Corentin, c'était très intéressant. On va passer à la période des questions. Je pense qu'on a au moins 5 minutes. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 12h30, même pour les questions, s'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Corentin? Bon, alors je vais commencer en attendant que d'autres questions arrivent. Donc, quand tu as présenté le système NIRS, là, oui. Qui est en fait permet est circulaire, donc ça permet d'analyser les besoins en boucle et puis d'affiner le système. Puis également, tu as présenté ton
ton idée de système pour le raisonnement par les cas, là, qui consiste à améliorer à chaque fois les réponses. En fait, Oui. ça m'a fait penser à l'apprentissage par renforcement. Alors, je me demandais si dans ton approche, tu as des modèles, en fait, tu utilises des modèles justement de l'apprentissage par renforcement. Est-ce que c'est exactement ça que tu fais ou est-ce qu'il y a des différences? Alors, qu'est-ce qu'on entend par apprentissage par renforcement exactement? Alors, Ça, euh, Je sais donc, pas si je peux me permettre, là. En psychologie, c'est, je sais pas, Aïda, là, bonjour. Renforcement positif, c'est du conditionnement classique, là, c'est-à-dire il y a un renforcement pour récompenser la personne. C'est avec le chien de Pavlov, par exemple. On va lui donner une récompensation à laquelle on va associer un stimuli, une cloche, puis là, le chien va associer au fur et à mesure la cloche à une récompense. Je sais pas bah, si ça se dit, Aïda. on a un peu la même approche, une même notion d'apprendre des expériences, ouais, ça c'est sûr. Il y a ça a beaucoup de noms, en tout cas le raisonnement par les cas, ça a été appelé raisonnement analogique aussi. C'est possible que ça soit possible que le raisonnement par renforcement le fasse, mais la différence c'est que on n'a pas de stimuli pour la bonne réponse. Enfin, on retourne pas au système l'information que c'était une bonne réponse ou pas, de la même manière que on le ferait pour un agent où on lui donne une fonction et on favorise vraiment on maximise la valeur de sortie. Là, c'est plus vraiment l'idée de on rajoute la connaissance dans une base qu'on réutilise pour la recherche plus tard, mais on n'a pas exactement cette notion-là, même si on a une forme de trouver la meilleure réponse dans le cas d'un raisonnement par les cas, ça tient beaucoup compte de récupérer les réponses les plus proches. Et du coup, c'est pour ça que j'ai inclus en fait l'idée de bonnes et de mauvaises réponses dans le feedback, parce que c'est un peu ça. Ça va un peu dans ce sens-là de maximiser la réponse. C'est-à-dire que logiquement, ce qu'on fait dans le raisonnement par les cas, c'est que pour déterminer la similarité, on définit une fonction, qu'elle soit numérique, qui prend les valeurs un cas, un deuxième cas, et qui compare champ à champ ou des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on ferait de base. Moi, ce que je propose, ce que je rajoute dedans, c'est qu'en plus de ça, on va prendre une fonction qui va être la fonction d'acceptation, donc de confiance, et on va en fait merger ces deux données, à la fois la similitude et à la fois la confiance qu'on a dans notre réponse. Donc la confiance, c'est à quel point on a eu des retours positifs versus des retours négatifs. Il y a plein de façons de le faire. Et en fait, c'est vraiment cette combinaison qui va nous donner une forme de renforcement vraiment, qui va un peu orienter le système vers une solution, enfin vers les solutions qui ont été les plus vues ou des choses comme ça. Donc c'est possible que ça soit, on peut voir ça un peu comme une approche à peu près similaire. d'accord. Merci. Ça répond à ma question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vais poursuivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Corentin? Sinon, j'ai une deuxième question justement sur cet Oui. aspect-là dont tu parlais d'aller chercher les cas similaires, donc les réponses similaires. Alors, je me demandais, quand tu parles de cas, est-ce qu'un cas, c'est une séquence d'actions ou est-ce que ça se représente plutôt sous la forme d'un motif dans un graphe? Qu'est-ce qu'on compare et c'est quoi la mesure de similarité en fait entre deux cas? Comment je l'évalue? Ok. Alors le cas aujourd'hui, je l'ai présenté vraiment sous la forme de juste une séquence de deux événements. En soit, en fait, ça pourrait être une séquence de n événements, mais je suis parti du principe que 2 me suffirait pour les travaux que je faisais. Donc c'est vraiment un événement 1. Un événement, ça contient 3 champs, un objet avec lequel on interagit, un endroit un endroit, donc une salle dans laquelle on interagit, et une action qu'on fait avec. Éventuellement, certains de ces champs peuvent être vides. L'objet, par exemple, peut ne pas exister. On peut faire une action dans une salle, comme rentrer dans une salle. Donc c'est une action par rapport à la salle, mais pas par rapport à un objet. Donc ça, en fait, là, on va faire une comparaison ontologique. Alors, je vais m'avancer, mais je ne l'ai pas implémenté. Donc, c'est juste que la réflexion derrière, ça serait faire une comparaison, donc ontologiquement parlant, entre l'objet A, donc de l'événement 1, et l'objet B de l'environnement 2. Donc, par exemple, on pourrait comparer un évier ici, dans le cas de laver les mains. Un évier, ça serait très comparable à une baignoire, parce que c'est un autre élément qui permet de se laver. Ce serait très comparable aussi à un lavabo. Mais par contre, ça serait très peu comparable à une chaise, globalement.
Et on aurait la même notion. Donc ça nous permettrait d'avoir un indice de similarité ontologique entre l'objet, par exemple, évier et l'objet lavabo, par exemple. Et après, on pourrait comparer aussi la similarité entre deux salles selon leur fonction. Par exemple, une cuisine, c'est pas la même chose qu'une salle à manger, mais une salle à manger, c'est assez proche d'un salon finalement, enfin plus en tout cas. En fait, c'est un mix entre les deux quasiment. Même chose avec les actions. L'action, à la limite, c'est le seul truc où le niveau égalité, je serais vraiment sur du 1 sur 1. Si c'est la même action, c'est pas la même action. Mais donc, ce serait ça. Il y aurait cette notion de similarité dans l'événement. Donc, on comparait surtout le premier événement parce que c'est la description du problème. Donc, c'est l'événement numéro 1. Et l'événement numéro 2, c'est la solution à notre problème. C'est l'événement, un événement 1 entraîne un deuxième événement. Donc, un problème entraîne une solution. Donc, il y aurait cette notion-là. Donc là, ce serait vraiment de la comparaison champ à champ. Et il y a aussi un autre truc qu'on rajoute en raisonnant par les cas, qui est l'indexation généralement. Parce que là, j'ai parlé juste de scénario, donc un cas, enfin d'un événement et d'un deuxième événement, mais il y a aussi l'espace qu'il faut prendre en compte. Donc ces données-là pourraient aussi être indexées par rapport à dans quel espace on évolue. Et pour ça, on aurait des histoires de graphes qui apparaissent. Dans la littérature, il y en a quelques-unes, où on parle de faire une égalité de graphes ou une égalité de sous-graphes. Est-ce qu'on a le même nombre de nœuds? Est-ce qu'on doit compter l'adjacente comme étant quelque chose d'important ou des choses comme ça? Donc il y a tout ça qui est possible. Honnêtement, actuellement, je suis concentré sur l'égalité champ à champ parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose pour la fin de ma thèse qui est dans un mois. Mais, mais vraiment, il y a tout un champ immense d'égalité qui doit absolument être résolu par notre laboratoire pour déterminer vraiment les cas les plus similaires de la meilleure manière possible. C'est intéressant. Et puis, en t'écoutant, j'ai l'impression que ça va avoir, la similarité, là où la distance entre les objets élémentaires ou entre les places, j'ai l'impression que c'est lié aussi au contexte. Quand tu parles, par exemple, de cuisine, là, une cuisine, ça peut être proche d'une salle de bain. Ça dépend de ce qu'on regarde, ou ça peut être proche d'un salon aussi. Ça dépend Ouais. de ce à quoi on s'intéresse. Donc, oui, des questions complexes et intéressantes. Et il y a une autre notion en plus de ça qui est la notion de distance, la distance euclidienne. On pourrait utiliser ça aussi parce qu'on a cette information spatiale de distance, vraiment. On pourrait avoir des poids sur les arcs de notre espace pour déterminer si c'est quelque chose qui se fait plus dans le cas où la cuisine est proche de la chambre ou des choses comme ça. Il y a 1 million de possibilités, c'est incroyable tout ce qu'on pourrait faire avec ça, on va dire. Et donc, ce que tu dis là, donc je reviens avec l'idée moi je veux dire apprentissage par renforcement, en passant par les cas similaires. En fait, les distances ou les similarités entre les objets peuvent venir aussi de la connaissance que l'on a des cas passés ou de l'environnement. Les connaissances qu'on a, les connaissances préliminaires qu'on a, pas tant des expériences passées, mais plus les connaissances qu'on a d'un point de vue ontologique, oui. Ça pourrait éventuellement aussi venir des expériences passées, mais ce serait un peu plus compliqué parce qu'il faudrait avoir des fonctions qui réussissent à prendre tout, puis ça serait très lourd, je pense, en traitement. Là, ce serait plus vraiment sur les connaissances de base que nous, on a, que l'ordinateur a grâce aux ontologies, qu'on ferait cette égalité-là, pour moi. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'Hélène a ouvert son micro. Oui, ben, en fait, c'est pour revenir un petit peu sur ces scénarios, ces sous-scénarios, scénarios déviants ou à peu près, parce que là, dans l'exemple que tu prends, effectivement, il y a je prends un verre, je le remplis, je le bois et je le range, à peu près. Là. Mais effectivement, on sait que quand on prend un verre, il y a plein de possibilités, c'est-à-dire que c'est pour le laver ou c'est pour mettre la table, ou etc. Donc, en fait, c'est un petit peu comment tu imagines cette gestion des scénarios qui peuvent être tous bons, en fait, à un moment donné. Là. Donc, voilà. Alors, c'est là où mon cas est trop limité dans sa construction pour pouvoir accéder à cette information-là.
Ça serait quelque chose qui serait très intéressant et ça rejoint l'idée d'Aïda qui me posait la question si c'était un graphe ou si c'était une séquence. Aujourd'hui, j'ai décidé la séquence, en fait, notamment pour la simplicité d'implémentation et parce que j'avais besoin de faire quelque chose qui fonctionnait et qui pouvait prouver le concept plus que prouver la validité mathématique. Mais derrière, là où aujourd'hui le scénario, enfin le contenu qu'on prend dans un cas, c'est juste un élément de départ qui donne un élément d'arrivée, on pourrait faire un graphe, donc reprendre le contexte ascendant, donc par exemple ici remonter jusqu'au niveau où on est dans la cuisine, et dire ok, on est dans un contexte carrément d'errance nocturne où la personne a un besoin donné. J'ai pas non plus parlé des besoins, qui seraient des trucs qu'on pourrait rajouter dans le cas. On pourrait mettre les besoins qui drive un scénario. Parce qu'un scénario, ça dépend de. Enfin, généralement, c'est instancié par rapport à un besoin. La personne a soif la nuit, donc elle va faire son scénario d'errance nocturne, etc. Donc en fait, on pourrait utiliser ces choses-là, ces informations-là, toutes les méta-informations dont je n'ai pas parlé, qui sont en fait dans l'arbre, pour trouver l'étape suivante. J'ai juste pas travaillé dessus particulièrement parce que c'est vraiment beaucoup plus compliqué et en plus ça serait super intéressant. Je pense que dans les questions que Aïda a indiquées, j'ai l'impression que ça l'intéresse aussi, mais c'est vraiment des questions de théorie des graphes ou des choses comme ça qui peuvent être vraiment très intéressantes. Mais donc on pourrait monter sur un contexte plus grand que juste le dernier événement qui entraîne l'événement suivant. On aurait besoin on pourrait avoir un arbre complet comme contexte à ce moment-là. On pourrait rajouter vraiment aussi juste les contextes des stigma state, donc les besoins de la personne, des choses comme ça. Ouais, sauf que pour le replacer dans ton contexte de réalité augmentée aussi, donc de IA et réalité augmentée, ce que tu veux aussi, c'est proposer à l'utilisateur des solutions, pas une infinie de solutions en fait. L'interface que tu as en face de toi est quand même une interface, on va dire, qui est restreinte en termes de possibilités d'affichage d'affichage de solutions. Donc, en fait, je pense que peut-être une des originalités aussi de construire ça, c'est justement de garder, comme tu l'as fait actuellement, le lien entre la réalité augmentée et l'IA, pour être sûr que l'un n'empiète pas sur l'autre. Enfin, bon. L'IA dans tout le projet, l'idée derrière, c'est vraiment ça, c'est de fournir de l'assistance, et il y a deux parties dedans. L'ontologie, ça nous permet aussi ça, c'est que ça nous permet d'afficher juste par exemple les actions qui sont associées à un objet. Ça nous permet de diminuer vraiment énormément l'espace en fait de tous les choix qu'on propose à la personne pour lui proposer les bonnes choses. Et en fait, c'est la même chose du côté du raisonnement par les cas. En fait, le système de similarité et de confiance, il me permet de classer les propositions que je fais et de proposer par exemple les 5 premières, parce que les 5 premières ont été classées comme étant les plus valides et j'oublie les autres. Et c'est vraiment par l'interaction au fur et à mesure et toute la connaissance qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on va savoir quelle est la meilleure solution et qu'on va avoir vraiment que ces 5 solutions, ça va vraiment être genre la 1, ça sera vraiment la solution idéale pour la personne. Mais l'idée, effectivement, c'est pas d'en proposer 50 actuellement, c'est 3, ce que je propose 3 solutions actuellement. Parce que déjà, à l'écran, 3 solutions, ça fait, partant de la personne, ça fait 3 petits chemins qui vont jusqu'à 3 endroits, potentiellement moins si c'est le même, mais jusqu'à 3 endroits différents, plus 3 trucs lumineux, ça fait déjà pas mal d'informations à traiter visuellement, on est d'accord. Merci beaucoup pour les questions et puis les réponses également, Corentin. Ça a permis de comprendre davantage. Donc, il est déjà 12h30, donc à moins qu'on ait d'autres questions, d'autres personnes qui voudraient poser des questions. Sinon, on va remercier à nouveau Corentin. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à vous. Et donc, on te retrouve, ce sera quelle date encore, ton prochain club? Dans un mois pile poil, c'est le 12 mars. Le 12 mars, donc. Et puis, la vidéo va être disponible. On a un peu de retard sur les vidéos pour cette session-là, mais elle va être disponible d'ici la semaine prochaine sur le site du Club Informatique. Super. Merci beaucoup. Et donc, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.